La commune de Yopougon, bientôt débarrassée de ses caniveaux sales et malodorants, l'Office national de l'assainissement et du drainage mène une opération de curage des caniveaux. Problème d'adduction en eau potable, manque d'infrastructures routières, tel est le quotidien des populations de Transua à l'est de la Côte d'Ivoire. Nous les rencontrerons dans le dossier du dimanche. Enfin, virus Ebola en Afrique de l'Ouest, un laboratoire mobile implanté en Sierra Leone pour aider au diagnostic in vitro. Bienvenue à tous. Madame, Monsieur, bonsoir. Fini les caniveaux malodorants et remplis d'ordures ménagères dans la commune de Yopougon. Fini également les problèmes d'écoulement des eaux usées. Les caniveaux de la plus grande commune d'Abidjan seront tous curés. Cette vaste opération est menée par l'Office national de l'assainissement et du drainage. Yopougon, quartier Sikoji, non loin de la cathédrale Saint-André. Les agents des forces de l'ordre régulent la circulation. Les automobilistes sont invités à respecter une déviation. Et pour cause, dans le prolongement de la voie, un engin est en pleine activité. Ces caniveaux servant pour l'évacuation des eaux complètement bouchées depuis des années bénéficient d'une vaste opération de curage. Les installations sur les caniveaux, c'est par rapport à ça qu'il y a des casses. L'eau fait beaucoup de dégâts. Donc quand on libère les caniveaux, c'est très bon. Voilà, on veut immerger. Donc avec l'émergence, il faut accepter d'autres choses aussi. Cette opération, menée par l'ONAD, l'Office national du drainage et de l'assainissement, se déroule sous l'œil vigilant des autorités municipales. Il s'agit d'ouvrir tout ce qui est caniveau afin que l'eau puisse être drainée convenablement. Comme vous le constatez, si vous arriviez ici il y a quelques heures, vous ne pouvez pas savoir qu'il existait un caniveau qui est enfermé par la volonté des riverains. On ne peut pas curer ces caniveaux. Alors à ce moment, lorsqu'il vient un sinistre, on cherche à accuser les uns les autres. Une action salutaire pour les riverains dont certains verront aussi leur déventure visitée par l'engin démolisseur de l'ONAD. Un reportage de Serge Coléa et Ève Boué. Des produits hygiéniques et des kits de première nécessité offerts aux nouveau-nés de la maternité de l'hôpital général de Koumassi. Un don des femmes de l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire, section Koumassi. Ce geste à la faveur de la célébration de la journée de la femme méthodiste. Des produits hygiéniques et des kits de première nécessité pour ces nouveaux-nés de la maternité de l'hôpital général de Koumassi. Un geste des femmes de l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Coût du don, 1 million de francs CFA. Ces femmes entendent ainsi soulager les parents et les patients de cette maternité. Je suis vraiment heureuse de ce don qu'ils viennent de nous faire. Parce que vraiment avec la situation qu'il y a au pays, c'est vraiment pas facile dans nos foyers. Nous sommes femmes et nous accouchons tous les jours. Et la maternité, c'est notre maison, c'est là que nous donnons la vie. Et nous sommes méthodistes et nous sommes chrétiennes. Or, la Bible dit qu'il faut aller vers son prochain, il faut faire des actions sociales. Donc nous avons décidé de faire des actions sociales à la maternité de Koumassi. C'est une joie pour moi de voir toutes ces autorités religieuses penser à l'hôpital et de façon spontanée. Notons que ce geste s'inscrit dans le cadre de la journée de la femme méthodiste, une journée célébrée chaque dernier dimanche du mois d'août. Les femmes méthodistes n'entendent pas s'arrêter à ce don. Elles comptent intensifier leurs actions envers des personnes démunies. C'était un reportage de Serge Gongoma et Geoffroy Okambawa. Religion à présent, puisque nous sommes dimanche. La Côte d'Ivoire célèbre les journées nationales de la jeunesse catholique. Environ 1500 jeunes assistent aux festivités à Agboville du 28 au 31 août. Les journées nationales de la jeunesse catholique, comme le nom l'indique, veulent recentrer la foi des jeunes sur la personne de Jésus-Christ. Ces journées nationales de la jeunesse sont une réponse à l'invitation du Saint Jean-Paul II qui, au cours du premier rassemblement du dimanche des rameaux sur la place Saint-Pierre de Rome en 1986, lançait les premières journées mondiales de la jeunesse. Elles ont lieu tous les 4 ans, des journées au cours desquelles les jeunes écoutent les messages du pape et aussi des évêques lors des catéchèses.
Une tradition donc pour l'Église catholique en Côte d'Ivoire qui tous les 2 ans organise ces journées nationales. Et c'est la ville d'Agboville qui a abrité l'organisation de cette 4e édition qui a vu la participation de jeunes venus de toutes les régions de Côte d'Ivoire. L'Église c'est nous les jeunes, nous devons nous lever pour évangéliser partout. Donc vraiment, en tant que jeune, c'est une grande joie pour moi de participer aux JNJ. Il y a des choses qu'on n'arrive pas, souvent dans les paroisses, on ne nous dit pas tout. Mais ici, on fait des enseignements, on peut tout comprendre et puis poser aussi des questions. Pour l'évêque du diocèse d'Agboville, Monseigneur Alexis Toali Yulo, ces journées permettent de renforcer la foi de la jeunesse catholique à travers la lumière du Christ. C'est pour permettre à ces jeunes catholiques de s'enraciner davantage dans la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas une idéologie, Jésus-Christ n'est pas un mythe, Jésus-Christ est une personne, à la fois vrai Dieu et vrai homme. Messe, catéchèse, célébration eucharistique, enseignement, prière et adoration, exhortation et confession ont meublé cette cérémonie. Précision faite par Abou Sanogo et connue par Gassoro. L'épidémie de fièvre Ebola continue de progresser en Afrique de l'Ouest. Plus de 1500 morts selon le dernier bilan publié le 28 août par l'Organisation mondiale de la santé. Ici, en Côte d'Ivoire, c'est la mobilisation générale pour contrer le virus. À titre d'exemple, l'Association des femmes actives de la commune de Marcory a organisé hier une journée de sensibilisation. L'accent a été mis sur le lavage des mains à l'eau et au savon. En Sierra Leone, l'un des pays touchés par la fièvre Ebola, des mesures sont mises en place pour freiner l'évolution de la maladie. Il s'agit d'un laboratoire mobile implanté à Freetown, la capitale, pour aider au diagnostic in vitro. Avec déjà plus de 430 morts, la Sierra Leone se bat pour enrayer l'épidémie au virus Ebola. Un laboratoire pour tester les patients plus rapidement vient d'être installé non loin de la capitale. Jusqu'à présent, il fallait envoyer les prélèvements sanguins dans des centres spécialisés à l'étranger et les réponses arrivaient au bout d'une semaine. Désormais, les tests peuvent être établis sur place en quelques heures. Nous avons les résultats des tests au bout de 3 à 5 heures. Le diagnostic est plus rapide et bien sûr, cela aide les médecins sur le terrain. Les épidémiologistes peuvent mieux suivre la propagation du virus et mieux contrôler cette crise sanitaire. Une semaine après son inauguration, le laboratoire de Freetown reçoit de 20 à 30 échantillons sanguins chaque jour. Des tests plus nombreux et plus rapides qui vont permettre d'être plus réactifs dans la lutte contre la propagation de l'épidémie, car de l'avis des experts, il n'y a plus une minute à perdre. Il est encore temps d'éviter une catastrophe en Sierra Leone, à la condition que des actions urgentes soient prises à tous les niveaux. Créer des centres de soins, sécuriser les enterrements, assurer la protection des travailleurs de la santé et communiquer plus clairement. Financé par l'OMS, ce nouveau laboratoire de tests est conçu pour assurer une protection maximale, ce qui devrait rassurer le personnel de santé qui a déjà payé un lourd tribut à l'épidémie dans ce pays. Coup de force au Lesotho, le gouvernement sud-africain préconise une résolution pacifique de la crise. En clair, Pretoria ne va pas se précipiter pour envoyer ses troupes au Lesotho, mais les autorités sud-africaines réservent cette éventualité au cas où tous les recours seront épuisés. Confusion au Lesotho, ce petit royaume enclavé dans l'Afrique du Sud traverse depuis 24 heures une grave crise qui oppose le Premier ministre et le chef des armées. La capitale a été réveillée samedi par des tirs. L'armée a investi plusieurs points stratégiques de la capitale, confisquant armes et véhicules appartenant à la police. L'armée, qui a regagné ses quartiers dans la mi-journée, nie toute volonté de prendre le pouvoir, mais le Premier ministre Thomas Taban a dénoncé un coup d'État militaire. Il s'est réfugié en Afrique du Sud. L'armée somalienne et les forces de l'Union africaine ont repris la localité de Bulomareur, bastion des combattants Chebab dans le sud du pays. Cette nouvelle offensive vise à récupérer les points d'accostage des insurgés qui se déplacent souvent par bateau.
Le prochain objectif est de reprendre le port stratégique de Baraoué, d'où les Chebabs exportent du charbon de bois vers les pays du Golfe. 4 combattants Chebabs ont été tués dimanche à Mogadiscio. Ils venaient d'attaquer une prison et le siège des services de renseignement. Le président du Parlement nigérien qui a fui il y a quelques jours au Burkina Faso se serait depuis réfugié en Belgique. Hama Amadou avait été mis en cause dans un trafic présumé de bébés en provenance du Nigeria. 17 personnes, dont le ministre de l'Agriculture, ont été inculpées fin juin à Niamey pour avoir fait de fausses déclarations de maternité. Devenu le principal opposant au président Issoufou, Hama Amadou soupçonne un règlement de compte politique. Il affirme avoir quitté le pays parce qu'il se sentait menacé. Deuxième reprise des pourparlers en Algérie pour tenter de résoudre la crise malienne. Bamako et des groupes armés maliens vont retourner demain, 1er septembre, à la table des négociations. Objectif, ramener la paix dans le nord du pays, toujours instable malgré une intervention militaire française lancée en 2013 contre les islamistes. Au Gabon, le gouvernement interdit l'importation et la réception des véhicules automobiles à moteur d'occasion de plus de 3 ans, mesure adoptée lors d'un conseil des ministres en 2013. Alerte rouge aujourd'hui en Islande après une nouvelle éruption volcanique. Les autorités islandaises interdisent le trafic aérien au-dessus du volcan Bardarbunga. L'éruption s'est produite dans la même zone qu'une précédente éruption survenue le 29 août dernier. La crise ukrainienne. Vladimir Poutine évoque pour la première fois la création d'un statut étatique pour le sud-est de l'Ukraine. Le président russe souhaite commencer des discussions substantielles sur la question avec son homologue ukrainien Petro Poroshenko. Dénomination à l'Union européenne. Le Premier ministre polonais Donald Tusk a été désigné comme futur président du Conseil européen et la ministre italienne des Affaires étrangères, Federica Mogherini, comme chef de la diplomatie de l'institution. Le dossier du dimanche ce soir nous mène à Transua, département situé dans l'est de la Côte d'Ivoire. Les populations de cette localité rencontrent de nombreuses difficultés liées entre autres aux infrastructures. Pas d'hôpital ni de route, l'acheminement des produits vivriers des villages vers la ville est difficile. Autre problème de taille, l'adduction en eau potable est quasiment inexistante dans la plupart des gros villages. Le constat de Herman Niamien et Konaté Moussa. Cette piste mène à Transua, localité de l'est de la Côte d'Ivoire dans la région du Gotougo, à une dizaine de kilomètres du Ghana. La ville souffre d'un enclavement. Aucun bitume. Les voies reliant Transua aux autres villages sont aussi impraticables. On n'a pas de route. Puis les petits villages là aussi, il n'y a pas de route. De Koufao à Transua ici, il n'y a pas de route. Il y a les mototaxis, c'est ça que tu prends pour aller à Koufao parce qu'il n'y a pas de véhicule. On a rechargé à la main cet axe-là. Mais très vite, après une saison de pluie, tous ces efforts-là se sont envolés. Le mauvais état de la route crée pas mal de difficultés aux populations. Problème d'approvisionnement de la ville en produits vivriers, conséquence, pénurie des denrées et donc augmentation des prix sur le marché. Les tomates sont à 50 francs et les aubergines sont à 100 francs et 50 francs aussi. Ça couche parce que les femmes qui emmènent, elles disent que les conditions sont difficiles. Parce qu'elles vont en brousse, de la brousse, elles louent les motos aussi pour ramener ici. Donc ça fait que ça devient un peu plus cher. Tout ce qu'on mange, ça manque. Les condiments sont chers sur le marché. Ajouté à ce calvaire des populations de Transua, l'approvisionnement en eau potable. Chaque matin, c'est la course au puits. On vient matin, bonnet, vers les 5 heures, vers les 4 heures, venir en tant qu'on a beaucoup dessus, là, elle devient ça. Nos femmes, nos soeurs, la souffrent. Bon, pendant la saison, c'est même problème pour avoir de l'eau. La ville dispose d'un château d'eau construit dans les années 80. Mais ce château d'eau dessert également plusieurs villages de la commune. Souvent il y a l'eau, souvent il n'y a pas l'eau. Des fois on se réveille la nuit pour recueillir l'eau. Mais ceux qui sont en haut, ils n'ont pas l'eau souvent.
Comme nous on est un peu en bas, souvent il y a l'eau. D'abord, ce n'est pas un problème de château. C'est d'abord un problème de forage. Notre forage est insuffisant. L'autre difficulté reste l'accès à la santé. Le centre de santé de la ville transformé en hôpital général n'est pas totalement fonctionnel. Des populations se rendent au Ghana voisin pour recevoir des soins. Il n'existe même pas d'infrastructure chez nous. Nos parents sont plus habitués à aller vers le Ghana pour se faire soigner. Ouf de soulagement, 2 villages de la localité de Tranchia viennent de recevoir les clés de leur dispensaire ainsi que leurs premiers infirmiers. Ce dispensaire va permettre à la population d'éviter de se faire traiter autrement et d'aller dans les pays voisins. Tranchia, localité de l'Est de la Côte d'Ivoire, aspire à son développement. Les autorités locales mènent déjà des actions pour sortir la ville de son enclavement. Il y a complètement un affaissement total de nos routes. Au moment de la visite du chef de l'État à Tranchia, il nous a promis faire cette route-là. Comme il est un homme de parole, cela va se réaliser. Nous prenons secteur par secteur, faire en sorte de diagnostiquer les problèmes qu'on a et chercher des solutions. Et nous tenons à ce que tout ce que nous devons faire donne l'espoir. Nous ne voulons pas rater le train de l'émergence. C'est vrai, l'État, on appelle toujours l'État, mais il y a certaines choses que nous pouvons nous-mêmes faire. Commençons et l'État viendra nous aider. Des infrastructures à rénover, à construire, c'est le vœu des fils et filles de Tranchia, localité érigée en commune depuis 1990. Voilà, excellent début de semaine à tous sur RTI2.